Je m'appelle Antoine, je suis étudiant à l'EPFL également. Ce soir, je voudrais vous demander qui d'entre vous pense qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Levez la main, s'il vous plaît. Ok, j'en ai deux, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu ce soir, ça devait pas se passer comme ça. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et je vous redemande, vous levez tous la main. Qui d'entre vous pense qu'on n'est jamais allé sur la Lune? Ok, super, ben, vous êtes tous faux, bravo, super, merci, vous aurez fait un effort, vous venez voir un événement d'astronomie, tout ça pour rien y connaître, super. Voilà, alors je vous présente, moi à 13 ans, je n'y connaissais rien d'astronomie, je savais pas me lever le matin, et j'ai créé une chaîne YouTube qui parlait de science, et dans cette vidéo là je parlais des phénomènes de réfraction. Donc voilà, j'expliquais les phénomènes de réfraction, j'expliquais notamment pourquoi en France, quand on est à Nice, on peut voir la Corse, alors que la Corse c'est à 350 km si je dis pas de bêtises, et normalement ce serait pas possible. Le principe c'est qu'en fait le rayon lumineux est dévié à cause des différences de température dans l'air et il va suivre la courbure terrestre et c'est comme ça qu'on va pouvoir le voir depuis Nice, etc. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo là et j'étais très heureux de faire plein de vues sur YouTube, donc tout se passe bien, j'étais super content, jusqu'à ce que je lise les commentaires de la chaîne YouTube et là ça s'est un peu moins bien passé, donc là je me suis dit qu'il y avait vraiment un souci et ça j'avais 16 ans donc c'est pas forcément facile à gérer quand on a 16 ans. Des commentaires là j'en ai mis 4 mais j'en ai reçu plusieurs centaines, j'ai dû bloquer certains mots dans mes mails parce que je pouvais plus lire mes mails à cause de tout ce qui se passait là. Donc là je me suis dit bon il y a peut-être un souci. Aujourd'hui j'ai 20 ans, je n'y connais toujours rien en astronomie parce qu'en fait le cours à 9h et je sais toujours pas me lever le matin. Mais bon j'essaye de faire mon mieux. Par contre je me suis un petit peu intéressé aux théories du complot. Parce que vraiment cette histoire là ça m'a pas mal choqué en fait. Donc voilà. Donc en m'intéressant à ça, en allant voir le réseau de ces gens là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tout un univers sur YouTube de ces chaînes YouTube. Vraiment c'est à la fois effrayant et à mourir de rire en fait. Il y a vraiment des milliers de vidéos sur YouTube de ces gens là qui vous expliquent, etc. Des papis qui ont du mal à faire le focus sur leur caméra mais qui racontent quand même plein de choses. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et je vais essayer de vous compiler les 3 arguments qu'on entend le plus souvent dans leurs vidéos. Le premier c'est celui des vidéos en accéléré. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de faire le lien. Moi, j'ai eu des problèmes avec les gens qui parlaient de la Terre plate, mais aujourd'hui, je vais vous parler du programme Apollo, évidemment. En fait, le principe des vidéos qui ont été filmées sur la Lune, c'est que les gens ne réagissaient pas à la même gravité que nous, donc forcément, ils se dépassaient, ils tombaient dans le sol plus lentement. Mais si on prend ces vidéos en accéléré, on a vraiment l'impression que tout ça c'est filmé en studio. Évidemment que c'est filmé en studio, vu qu'on n'est jamais allé sur la Lune. C'est assez facilement explicable, je pense que j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Non, par contre, il y a un argument qui tient un peu plus debout. C'est tout ce qui est lié à la lumière en fait, parce que c'est assez étrange la lumière sur la Lune. Déjà, pourquoi on voit pas les étoiles alors qu'on est dans l'espace? C'est bizarre. Deuxième question, pourquoi il y a de la lumière alors qu'on est dans l'espace? Et dans l'espace, il fait tout noir, non? Et troisième question, ces ombres, elles sont quand même bizarres. Alors, déjà, c'est pas parce qu'on est sur la Lune qu'il n'y a pas de lumière. Deuxièmement, vu qu'il y a de la lumière, c'est comme sur la Terre, on peut pas voir les étoiles de jour. Et troisièmement, les ombres, c'est un peu plus compliqué. En fait, il y a 2 phénomènes qui font que quand on est sur la Lune, on a un peu l'impression que ces images sont fake, que ça a été tourné en studio. La première, c'est que ça a été tourné en studio, effectivement. La deuxième, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, la lumière n'est pas diffusée par toute l'atmosphère autour. Elle est en revanche réfléchie par le sol et les combinaisons des astronautes. Ce qui fait que même si les ombres devraient être parfaitement noires, on voit parfois un petit peu dans les ombres. Et la troisième chose, c'est par rapport aux ombres qui sont divergentes ou convergentes selon les points de vue. Par exemple, là, on peut voir qu'effectivement, on a l'impression que ces ombres ne vont pas dans la même direction, ce qui peut être expliqué uniquement par un projecteur de studio ici. Ça, en fait, c'est parce que la Lune, il n'y a pas beaucoup de maisons, de routes et de voitures. Du coup, c'est plus tout ce qui est cailloux, le wood. Donc c'est vachement dur d'avoir des impressions de perspective. Donc en fait, on peut difficilement savoir si un objet est à 100 mètres ou 1 km. Donc voilà pourquoi on a l'impression que la perspective joue vachement des rôles entre la réflexion du sol et la lumière. Pardon. Le troisième argument qu'on entend le plus souvent, c'est drapeau. C'est évident que c'est n'importe quoi ce drapeau flotte dans l'espace alors qu'il n'y a pas d'air. Bon ça, franchement, cet argument il tient une seconde jusqu'à ce qu'on voit que là il y a une barre en métal et puis après c'est fini.
Et voilà. Non, là où ça devient vraiment pas sympa, c'est les fausses preuves. Alors les gens qui font ça, ils sont vraiment super méchants. Par exemple, j'ai vu cette image sur internet où on voit un astronaute et 2 reflets d'astronautes dans la visière. Alors ça, c'est juste un fake. Si on trouve l'image originale sur le site de la NASA, c'est ça. Et là, on se dit que les gens qui font ça, franchement, c'est pas cool. Et parce qu'en fait, on peut comprendre que quelqu'un se fasse peut-être avoir par des arguments fallacieux comme ceux qu'on a vus là avant, mais ça, il faut vraiment s'y connaître et vraiment y mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir comprendre ce qui se passe là en fait. Il fonctionne le micro? Ok. Aussi, je voulais vous parler de ce documentaire. Quand on cherche des vidéos sur les conspirations lunaires, etc., on doute tout le temps, genre presque la moitié des vidéos, c'est des extraits de ce documentaire. Ce documentaire, c'est un documentaire qui a été commandé par Arte pour le 1er avril. Et en fait, c'est un faux documentaire. Au bout de la 20-25e minute, on comprend que c'est n'importe quoi. Mais les extraits qu'on voit, en fait, c'est tout le temps des extraits qui sont repris au début. Du coup, voilà, on peut comprendre. Et c'est vachement bien fait. Hein. Il y a vraiment des vrais extraits des présidents américains qui parlent de ça et tout. Et franchement, c'est dur de pas tomber dans le panneau. Alors, est-ce qu'on peut en vouloir à celui qui a fait ça? Je pense pas qu'il pouvait imaginer qu'il y a des gens qui allaient prendre son film au sérieux, mais au final, il faut le voir. Non, mais il y a quand même un argument qui tue tout, c'est que, attendez, la NASA, s'ils avaient été capables un jour d'envoyer des gens sur la Lune, ils pourraient très bien prendre des photos du site de l'alunissage. C'est quand même, ça se fait quoi. Ils ont Hubble, tout ça, ils pourraient très bien faire ça si ce qu'ils disent c'est vrai. Bon, il se trouve que Hubble n'est pas capable de faire ça. Par contre, le LRO, Lunar Recognition Orbiter, oui. Du coup, voilà cette photo. Je crois qu'il n'y a plus de discussion. J'espère que je vous ai convaincu qu'on est allé sur la Lune. Si c'est pas le cas, on peut parler après, il n'y a pas de souci. Non, ça, je pense que c'était la partie la plus facile de ce que j'avais à vous dire. Non, ce qui devient intéressant, c'est si un jour vous rencontrez quelqu'un comme vous, là, tous les complotistes, là, comment vous lui parlez? C'est là que ça devient intéressant. Déjà, si vous voulez qu'il vous comprenne, parlez dans la même langue que lui. C'est pas mal. Deuxièmement, il faut éviter de répéter ses arguments parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le biais de familiarité. C'est le fait que plus on entend un argument, plus on est à l'aise avec cette idée-là, plus on pense que c'est vrai. Donc quand vous rencontrez quelqu'un qui vous explique ce que je vous expliquais tout à l'heure, ne répétez pas ces arguments, passez à d'autres choses, utilisez d'autres arguments vous, mais il faut éviter de le mettre à l'aise dans ce qu'il disait. La deuxième chose, c'est que j'imagine qu'à des moments, vous allez devoir dire que reprendre sa théorie ou se mettre dans son explication. À ces moments-là, c'est important de bien préciser que ce que vous dites c'est faux. Il faut vraiment dire, quitte à faire 3 phrases et exagérer, alors là, ce que je suis en train de te dire c'est faux, c'est pas la vérité, mais je te le dis quand même. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est issu d'une étude australienne qui s'appelle Misinformation and Its Correction, Continued Influence and Successful Devising, qui ont étudié comment convaincre les gens qui sont doucement en train de se tourner vers le complotisme. Vous aurez du mal à convaincre un vrai complotiste, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous parlez à quelqu'un et qu'autour il y a d'autres gens qui écoutent, qui sont peut-être un peu en train de douter, ces gens-là, eux, surtout s'ils sont dans l'entourage de la personne qui est complotiste, sont susceptibles d'être réceptifs à ce que vous dites. La troisième chose, c'est de parler beaucoup plus de la méthode scientifique que des arguments. Par exemple, c'est intéressant d'introduire l'idée de la charge de la preuve. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça, mais la charge de la preuve, c'est que si vous arrivez avec une idée qui casse complètement le consensus duquel on a l'habitude, c'est à vous d'apporter la preuve que ce que vous dites, que tout ce qu'on sait, c'est faux. Par exemple, si moi je dis qu'on est allé sur la Lune, j'ai pas forcément besoin de beaucoup me justifier parce que le consensus est là pour me soutenir. Par contre, si quelqu'un arrive et me dit l'inverse, à ce moment-là, oui, il doit avoir arrivé avec des arguments absolument béton. Et donc vous n'avez pas forcément besoin de vous justifier que vous pensez qu'on est allé sur la Lune. Quatrième conseil que je vous donne, c'est entrer dans la logique de votre interlocuteur. C'est intéressant parfois, quand il utilise des postulats, de reprendre ces postulats et d'essayer doucement de le biaiser, de tourner ses idées un petit peu contre lui, et c'est comme ça que vous pouvez faire en sorte qu'il vous écoute en fait, sinon vous aurez du mal à capter son attention. Le cinquième point, c'est de ne pas le spoiler parce que sinon vous allez juste couper toute communication. J'ai peut-être un peu trop fait aujourd'hui, mais voilà. Et évitez de vous moquer, sinon ça vous avancerez pas. Si vous voulez, je peux vous apprendre comment ne pas parler à un complotiste. Vous lui répondez pas, par exemple. Mais si vous voulez vous lui parler, ne vous moquez pas de lui. Voilà. Sixième point, certains d'entre vous font des études de sciences, d'autres sont même déjà scientifiques. Il ne faut pas utiliser ça comme un argument parce que c'est un argument qui est fallacieux. Alors même si ça vous sert, il faut utiliser uniquement des arguments qui suivent la méthode scientifique pour convaincre les gens d'utiliser la méthode scientifique. Voilà. Moi, j'ai une petite astuce personnelle aussi que j'ai utilisée une fois et qui a bien marché, c'est de
demander à la personne qui est complotiste, qu'est-ce qui, toi, tu doutes de tout, tu doutes du consensus scientifique, tu doutes de la science, qu'est-ce qui, toi, pourrait te convaincre que ta théorie est fausse? Qu'est-ce qui, toi, pourrait te faire douter de ça? Et c'est très intéressant comme question, parce que si lui, il n'est pas capable de montrer quelque chose qui le fait douter de sa théorie, alors ça veut dire que sa théorie n'est pas réfutable. C'est-à-dire qu'elle sort des théories scientifiques qui sont vraies ou fausses. Elle n'est ni vraie ni fausse. Il n'est pas à côté de la plaque, il est sur la plaque d'à côté, quoi. En gros, c'est comme croire en Dieu, quoi. Je peux pas expliquer à quelqu'un qui doit ou qui doit pas croire en Dieu. C'est quelque chose il y a la science et c'est à côté, quoi. Et à ce moment-là, il peut, s'il veut, croire là-dedans, mais pas pour des raisons rationnelles. Il doit pas essayer de convaincre les autres de ça. Voilà. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on est rempli sur YouTube de toutes ces choses-là. Ça, c'est vraiment super facile de trouver des vidéos qui même des fois dépassent le million de vues qui parlent de ces choses-là. Pour aujourd'hui, depuis 2 semaines, je me suis mis sur un groupe Facebook qui s'appelle The Apollo Moon Hoax, histoire de voir un peu ce qu'ils disaient dans la communauté des complotistes. Et en fait, je me suis rendu compte que la majorité des gens qui croient là-dedans, à part vraiment les gens qui créent le contenu, qui sont à fond dedans, la majorité des gens qui croient là-dedans sont pas forcément à fond. Ils y croient pas forcément complètement. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont plus en opposition avec la science, qui veulent un peu se démarquer. Et il n'y a pas tant que ça d'arguments, etc. C'est pas un monde qui est aussi profond que ça. Donc, en fait, voir ça m'a plutôt rassuré de me dire que, bon, au final, ça dépassait pas tellement simplement s'opposer à la science scientifique. Mais quand même, il faut noter que tout ce complotisme, ça a quand même un coût social qui est assez important. Si on veut vivre en démocratie, la démocratie, elle est basée sur le principe que tout le monde a les clés de la compréhension et de voter pour les bonnes décisions. Et ça marche pas si on a ce genre de théorie qui se développe. Mais vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que le complotisme existe vraiment en opposition à la science, et sans la science, il n'y a pas de complotisme. Donc en fait, il y a ce mur qui se crée entre les deux. Et pour quelqu'un qui va décider de croire dans ces théories, c'est pas forcément simple en fait de passer ce mur, parce que choisir de dire qu'on n'est jamais allé sur la Lune ou que la Terre est plate, etc. Pour quelqu'un, c'est un peu faire des sacrifices dans ses cercles sociaux. Il va peut-être plus parler à ses parents parce que ses parents vont tout le temps se moquer de lui à chaque fois. Et vraiment, non mais franchement, ça représente quelque chose pour eux de croire là-dedans. Et revenir en arrière, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, une fois qu'ils se sont mis à croire là-dedans, c'est quasiment impossible qu'ils reviennent à quelque chose. Parce qu'ils ont déjà tout perdu en croyant là-dedans. Et de l'autre côté de ce mur-là, ils se trouvent dans une communauté où ils se voient les week-ends, où ils se rendent compte que le seul moyen qu'ils ont de réussir un date, c'est de se créer des sites de rencontres entre eux. Parce que si tu arrives à un date et que tu te dis que tu penses que la Terre est plate, bah ça marche pas. Donc, il y a effectivement un site de rencontre pour les gens qui pensent que la Terre est plate. Voilà. Mais il faut pas oublier que quand même ces gens-là, c'est des gens qui au final cherchent la vérité. Probablement pas bien. Mais peut-être que si ces gens-là avaient eu accès au système universitaire et avaient assez regardé C'est pas sorcier quand ils étaient petits, alors à ce moment-là, peut-être que ça aurait été des scientifiques qui ont raté leur carrière. Voilà, merci beaucoup. Oui, donc merci Antoine. Ça vous a intéressé? Vous êtes convaincus? Il y en a toujours qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune? Oui. Okay. Alors, est-ce qu'on a des questions pour Antoine? Vous posez sur le micro, je vais pas entendre. C'est quoi la chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube, elle s'appelle Antoine versus Science. Parce que je m'appelle Antoine. Voilà. Et l'ensuite, c'est la part des trolls, de la dérision, tout ça. Dans les commentaires que j'ai reçus, c'est 5%. Mais les autres, ils sont. Ouais, mais en fait, j'ai pas le son. C'est bon, ça marche? Ouais. Alors, dans les commentaires que j'ai reçus, les gens pensaient vraiment que la Terre était plate. Il y avait quasiment pas de personnes qui étaient là pour se moquer d'eux. C'est quasiment. Tout le temps, ouais. Tu as parlé de la démocratie et de l'information pour avoir une démocratie fonctionnelle. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la responsabilité des médias dont la trahison, en fait, la confiance des gens qui croient ce genre de choses, en fait? Ouais, bah ça c'est la partie que j'ai pas eu le temps de dire. En fait, ce que je voulais aborder, c'est que quand les médias traditionnels parlent de science, il y a 8 fois sur 10 ça marche pas. Et c'est vraiment compliqué.
Et en fait, on se rend compte que sur YouTube, où les gens sont vraiment pas pros du tout, en général, c'est pas du tout pour faire mon apologie personnelle, plus pour faire celle des autres youtubeurs, les gens parlent bien de science sur YouTube en général. Et moi, ce que je pensais, c'est que c'est aussi un peu le rôle de la communauté scientifique de briser ce mur dont je parlais. Entre autres, je pense que c'est à nous de faire l'effort de la vulgarisation, en fait, d'aller vers les gens et de parler à ceux qui n'entendent pas parler de ces sujets-là. Et entre autres, je me disais qu'à l'université, il faudrait que quand un papier est écrit, les gens prévoient à côté de faire un communiqué de presse de une page qui est compréhensible à n'importe qui a 14 ans, quoi. Et c'est parce que c'est comme ça aussi que la presse fait mieux son travail. En général, quand on voit des articles de presse qui parlent de science, 9 fois sur 10, c'est vraiment juste des facts incroyables. Regardez ce poisson à 8 têtes ou cette super lune ou je sais pas quoi. Et des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai, mais dans tous les cas c'est pas intéressant en fait. Parce que ce qui nous intéresse, c'est plus d'avoir la nuance, à quoi elle sert cette étude, mais où est-ce qu'elle s'arrête aussi, et que les gens comprennent quelque chose de la science, parce qu'en fait apprendre quelque chose, ça apprend rien sur comment faire de la science, et ce serait bien de profiter de toute cette presse pour genre aussi apprendre la méthode scientifique. Devenir astronomien. Pardon ? Devenir astronomien. Ouais, voilà, par exemple. Je pense que vous faites un super taf pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres questions? Moi j'avais quand même entendu dire qu'il y avait des photos qui sont en effet originaires pris sur la Lune et puis d'autres qui ont quand même été faites dans des studios hollywoodiennes. C'est quoi? C'est une question qui est trop spécifique pour moi. Je ne sais pas en détail ce qui s'est passé là pour ça, mais je pense que même si c'est arrivé, ça n'empêche pas qu'on aille sur la Lune et qu'il y a suffisamment d'arguments pour ça. Je vous avoue que je ne sais pas en fait. Ma question n'est pas est-ce qu'on est allé sur la Lune ou pas, c'est est-ce qu'il y a des photos qui n'ont pas été prises sur la Lune mais qui sont présentées comme des vrais documents? Moi, c'est un peu ça la question. Est-ce qu'il y a des faux documents qui circulent? J'avoue que je ne sais pas vous répondre. Voilà. Désolé. D'autres questions? Pas de volontaire. Merci Antoine. Ok, super. Donc maintenant, c'est l'heure de sortir vos tests pour le quiz. Parce que c'est le moment où vous pouvez gagner des trucs. Donc du coup, je vais laisser la parole à Marine, qui est étudiante en physique aussi à l'EPFL et qui est la vice-présidente de Space Active Service. Bonsoir. Alors j'espère que vous avez tous un quiz. Est-ce que quelqu'un en a pas? Non, derrière, sinon il y en a sur les tables normalement. Et est-ce que tout le monde a un stylo? Ça, c'est plus compliqué. Bon, si vous n'avez pas de stylo, essayez de demander à votre voisin. Voilà, donc on va rester dans le même thème. Complot, théorie du complot. Vous allez devoir vous-même deviner est-ce que les images que je présente sont issues d'un film ou est-ce que ce sont des photos réelles prises par hasard par exemple ou un rover sur Mars. Voilà, donc première image. Ah oui, et si vous avez plus de 12 bonnes réponses, vous pouvez aller chercher un goodies pendant la pause dans la table là-bas. Voilà. Alors, première image. Est-ce que ça a été pris sur Mars ou est-ce que c'est une photo de film? Je vous laisse un peu de temps. Enfin, je pense que vous avez eu le temps. Voilà. Celle-là. Est-ce que c'est Mars? Est-ce que c'est un film? Si vous trouvez le nom du film, si vous pensez que c'est un film, écrivez-le à côté. Et si vous avez la bonne réponse, vous avez un goodies en plus. Encore Mars. Ou un film. Voilà. On continue. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, normalement, à deviner.
vraiment. C'est Blaine. Plus que 2 images. Bon, ça devient facile. Et la dernière image. Voilà. Parce que là, vous ne pouvez pas vous tromper normalement. Est-ce que tout le monde a eu le temps de tout compléter? Est-ce que vous voulez que je repasse? Ou c'est bon? C'est bon? Je repasse depuis le début? Ok, alors attendez. Oui, sans les réponses. Je reviens en arrière. Bon, 14e. 13e. 2e. 10e. Et les 3 premières. Voilà, je vais vous demander d'échanger avec votre voisin le plus proche, votre copie, entre guillemets. En fait, c'est parce qu'elle est pas ça. Non, mais c'est pour ça qu'elle On m'entend. Là, tout le monde m'entend? C'est mieux? D'accord, je parlerai plus fort pour la suite. Merci. Alors, mes réponses. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour les réponses? C'est bon? Bon alors, la première image, c'était celle sur Mars. Et c'est, je trouve, super réaliste. Vraiment, c'est dur de savoir. Celle-là, c'est une photo prise par un rover sur Mars. Et celle-là, c'est encore celle sur Mars. Voilà. Ensuite, ça, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Et je trouve ça assez fou parce que c'est vraiment extrêmement réaliste alors que c'était en 68. Et franchement, pensez à s'y méprendre. Je sais pas si... Est-ce qu'il y en a qui se sont trompés pour celle-là? Levez la main. Non? Oui? Voilà. Ah ouais, c'est réaliste, ouais. Celle-là, Alan Shepard, commandant de la mission Apollo 14. Bon, ça se voyait qu'elle était réelle quand même. Non? On voit les... en bas, quand même. Ça, c'est une photo réelle. Une sortie extravéhiculaire. Je sais pas exactement où. Peut-être sur l'ISS. Aucune idée. C'est vrai? Alors, c'est Hubble, apparemment. Ça vient du film Gravity. Voilà. Et ça, c'est une photo du satellite Soyuz. Bon, celle-là, elle se voit aussi. Ça, c'est celle sur Mars. Un très beau vaisseau qui n'existe pas du tout. Voilà, ça, c'est une photo prise sur l'ISS. C'est une scientifique américaine dont j'ai oublié le nom, mais qui fait visiter toute la station. C'est une vidéo sur YouTube si vous voulez aller voir, elle est assez connue. Et ça, c'est encore 2000 ans l'Odyssée de l'espace. Et encore une fois, c'est vraiment réaliste. Gravity, on voit la différence. C'est encore plus réaliste, évidemment. 2000 ans l'Odyssée de l'espace encore. Ah oui, oui. Elle est piégeuse celle-là. Elle est vraiment bien. Et puis voilà, Interstellar, ça je pense qu'il y en a beaucoup qui l'avaient. Et c'est
cette photo qui a fait le buzz. La première photo d'un vrai trou noir. Voilà. C'est bon? Ok, parfait. Alors, est-ce que tout quelqu'un a eu tout bon? Non? Personne? 14 sur 15? 13 sur 15? Est-ce que quelqu'un est gagnant? Ouais, Camille. 12? 10? 11, pardon, il y a 11 en fait. 10? Ok, 9? 8? Ok, alors on va dire que ceux qui ont dessus de 8 sur 15, vous pouvez aller récupérer un cadeau à la table des dons. Donc voilà, là on va enchaîner avec une pause de 30 minutes, donc n'hésitez pas à aller boire un coup ou manger quelque chose. Donc on a la chance ce soir d'accueillir quelqu'un qui a vraiment pu rencontrer des marcheurs lunaires. Et donc tu vas pouvoir parler un peu plus de l'anniversaire particulier des 50 ans de l'homme dans l'espace. De baisser la lumière? Ouais, ça va. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci Chloé, et merci pour l'invitation aussi à l'AOT numéro 3. J'ai eu le très grand privilège d'aller vendredi dernier à Lucerne à la première du film Apollo 11. Je peux vous dire, c'est à couper le souffle. L'émotion qui ressort de ce film est absolument extraordinaire. Et moi, j'étais vraiment au bord des larmes, je peux vous dire à certains moments. C'est un film extraordinaire. Comme c'était la première, ça signifie que ça va continuer. Il va sortir dans les salles de cinéma dans, je pense, dans quelques semaines. Mais c'est un film magnifique. Alors, on m'a demandé de parler des 50 ans de l'homme sur la Lune. Alors, je vais parler des 50 ans de l'homme sur la Lune. Et puis, je commence par une image qui me touche beaucoup aussi. Ce qui s'est passé il y a 50 ans, le programme Apollo 11 en particulier, mais déjà Apollo 8, la mission qui a précédé avec la mise en orbite autour de la Lune et puis le retour vers la Terre, c'était une mission extraordinaire. Et vraiment, ce qui s'est passé dans le cadre du programme Apollo, c'est extraordinaire. Sur le plan du courage, le courage politique de Kennedy qui a lancé le programme, le talent industriel, scientifique, opérationnel de toute l'équipe, c'est une magnifique aventure. Alors suivez de près tout ce qui va se passer ces prochaines semaines et ces prochains mois relatifs à la célébration du 50e anniversaire d'Apollo 11. Un programme splendide. J'aime beaucoup cette image. Le module lunaire, je ne sais pas quelle mission c'est exactement, mais il est un petit peu penché, vous voyez, c'était assurément pas Apollo 11, c'était les dernières missions, 15, 16 ou 17, où ils sont risqués à se poser dans des endroits qui étaient relativement accidentés. Alors, la Lune a toujours été, j'aimerais bien qu'on éteigne les lumières, si on peut ici, ce serait bien, parce que c'est des images un peu sombres, et j'aimerais qu'il n'y ait pas trop de lumière, si on pouvait, oui. Si on était au Texas, je prenais ma pistolet, je suis plus au Texas. La Lune a toujours été une destination de rêve, et puis j'aime beaucoup cette image extraite de On a marché sur la Lune, publiée en 54, j'avais 10 ans. Pour moi, ce livre a été une magnifique source d'inspiration. Nous attendons vos instructions. Et puis si vous regardez la Lune est assez bien représentée, ça c'est la mer de la tranquillité, la mer des crises. Magnifique aventure, on a marché sur la Lune. Alors, ce rêve est devenu possible avec le programme Apollo lancé aux États-Unis au début des années 60, comme vous savez. Le programme a été lancé par le président Kennedy et en fait la décision vis-à-vis du Congrès américain a été seulement quelques semaines après le vol de Gagarine. C'était à la fin de mai 61. Gagarine, c'était le 12 avril 61. Et puis la sortie, ces paroles tellement fortes. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade, not because it is easy, because it is hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. C'était une époque où le président américain
ne dirigeait pas la nation avec des tweets, mais avec des paroles très fortes et des décisions ciblées d'une énorme intensité. Magnifique discours prononcé en septembre 62 à l'université de Rice à Houston, président Kennedy. Et une étape majeure dans le programme Apollo, c'est évidemment, je l'ai déjà mentionné avant, Apollo 8, c'est la première fois que les astronautes, avec le départ de la fusée Saturn V à Kennedy Space Center, Faut pas s'approcher en fait. il ne faut pas que je vienne ici, Oui, absolument. Le module de commande et le module de service n'avaient pas de module lunaire pour Apollo 8, mais ils ont été vers la Lune, ils sont mis en orbite autour de la Lune et sont revenus. Puis pour la première fois, on a eu ces images extraordinaires. D'une distance de 400 000 km, une vue de la Terre. Imaginez que vous êtes en orbite autour de la Lune, vous voyez la Terre qui se lève lentement à l'horizon lunaire. C'est absolument splendide. J'ai connu des astronautes du programme Apollo qui me disaient qu'ils pouvaient cacher la Terre avec leurs doigts, et puis derrière leurs doigts, leurs pouces, il y avait les 6 milliards d'individus, il y avait toute l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre ces 3 derniers milliards d'années. Magnifique. Donc c'était vraiment une étape très importante du programme Apollo. Il fallait du courage pour le faire. En fait, ils étaient un peu pressés par le fait que les soviétiques allaient faire quelque chose de similaire. Finalement, ils n'ont pas réussi, mais il y a vraiment de la pression auprès des Américains pour accomplir la mission Apollo 8, décembre 68. Donc on a célébré les 50 ans d'Apollo 8 il y a quelques mois. Et en été 69, c'était Apollo 11, voilà l'équipage d'Apollo 11 avec Neil Armstrong, Buzz Aldrin, les deux qui ont marché sur la Lune, descendre avec le module lunaire sur la surface de la Lune, et Mike Collins qui est resté dans le module de commande et le module de service en orbite autour de la Lune. Alors, attendez, j'ai maintenant une petite vidéo, assez courte vidéo qui va montrer le départ de la fusée Saturn V. Le départ d'Apollo 11, c'était le 16 juillet 69. Une énorme émotion. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff for Apollo.
faire une théorie sur la mécanique orbitale pour le programme Apollo, mais quand même assez rapidement pour vous expliquer un petit peu le scénario. L'idée était de partir de l'orbite de Park sur laquelle le dernier étage de la fusée Saturn V était installé avec le service de commande et le module lunaire. À un moment donné, il y a le Translunar Injection pour aller en direction de la Lune. La mise en orbite autour de la Lune, il fallait faire un coup de freinage de l'autre côté de la Lune pour se mettre en orbite. Et puis, à un moment donné, une séparation du module lunaire, et descendre de la surface de la Lune, se poser sur la surface de la Lune. Puis après, pour Apollon, c'était un séjour relativement court. C'était une sortie avec l'aide de 2 heures seulement après ils sont repartis. Se mettre en orbite autour de la Lune, retrouver le module de service et de commande où était Mike Collins. Et à un moment donné, donner une impulsion pour retourner vers la Terre. Ça fait le retour vers la Terre, puis se poser un splashdown dans l'océan Pacifique. Voilà le scénario général. Et puis, on va se concentrer un petit peu sur cette partie-là, la séparation du module lunaire, la descente du module lunaire sur la surface de la Lune, avec encore une fois 2 astronautes, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Alors, ça se passait ainsi. Vous savez, la Terre ici, le Soleil est à gauche, donc on vient d'avoir le lever de Soleil à l'endroit où vous allez se poser sur la mer de tranquillité. Séparation du module lunaire, et puis là, injection de LEM, un coup de frein donné au LEM de façon qu'il se mette sur une orbite elliptique où là on trouve ce qu'on appelle le périlune. C'est l'endroit de l'orbite elliptique le plus proche de la Lune. C'est comme le périgée, c'est le plus proche de la Terre pour une orbite autour de la Terre. Et puis là, il devait faire un coup de frein, le freinage. Vous voyez ici, ça c'est pratiquement le périlune à une vitesse de 1695 mètres par seconde, donc très rapide. Et puis là, étant donné qu'il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune, si on revient sur la Terre, donc il y a le freinage de l'atmosphère terrestre, et là il fallait freiner avec les moteurs du module lunaire, ensuite faire une transition vers pratiquement la verticale pour se poser à cet endroit, avec un contrôle manuel de Neil Armstrong pour éviter des cratères. C'est un endroit qui n'était pas trop chargé de cratères, c'est la mer de la tranquillité, elle est relativement plane, mais quand même il y avait quelques cratères qu'il fallait éviter. Alors, je vais vous montrer une petite vidéoclip qui va illustrer la phase finale de cette approche sur la surface de la Lune, juste pour toucher sur la surface de la Lune. Et ce que vous verrez, c'est que les fenêtres permettant à l'équipage de voir à l'extérieur sont orientées vers le bas dans cette phase-là. Puis à un moment donné, à mesure que le module lunaire prend une position verticale, il y aura une manœuvre de roulis de 180 degrés de façon à permettre à l'équipage de voir où ils arrivent sur la surface de la Lune. Donc vous verrez ce qu'ils appellent un roll maneuver. Donc on verra d'abord la Lune défiler, à un moment donné on verra la manœuvre de roulis, et ensuite ils vont se poser sur la surface de la Lune. Et on entendra bien les communications avec la salle de contrôle de Houston où ils donnent des renseignements sur la carburant qu'il leur reste. On entend 1 minute, c'est 1 minute du carburant qui reste. Et juste avant qu'ils se posent, c'est 30 seconds, 30 secondes de carburant qui reste. Magnifique. Et encore une fois, cette vidéo que je vais montrer est chargée d'émotions, comme l'était la précédente, mais c'est évidemment une autre phase de cette belle aventure. Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures, on y va. La musique classique. La musique classique était rajoutée, c'était pas. Mais c'est très beau. Alors on voit la Terre, l'horizon lunaire, et là on voit. Par les fenêtres, on voit la Lune qui défile rapidement. Above the moon, Eagle's descent engine ignited and began the deceleration for landing. As they descended, Armstrong and Aldrin watched the craters and mountains of the moon. Pratiquement 2 km par seconde, donc ils arrivent rapidement au périlune. Go for landing. Autorisé à l'UNISA. Landing radar service acquisition. Now the crew was flying blind, hurtling toward the lunar surface. Only their instruments and the voice of mission control telling them where they were, until the slow-pitch maneuver brought the lunar horizon to their view. Ça c'est la descente finale. Ça c'est les communications de Houston. Magnifique.
60 seconds, une minute de carburant qui reste. Down 2.5. Forward. Forward. 3 feet down, 2.5. 3 feet, 2.5 down. Face shadow. 4 forward. 4 forward, drift into the right level. 6, 1.5. 30 seconds forward. 30 secondes de carburant qui reste. Mais ils sont tout prêts maintenant, c'est bon. Vous allez entendre bientôt Neil Armstrong. Okay, engine stop. We copy it down, Eagle. Écoutez maintenant. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Tranquility. Je trouve ça magnifique. Et puis cette voix de Neil Armstrong avec l'émotion Houston, Tranquility Base, the Eagles landed. Alors en fait, ils ont été accueillis par cette équipe qui était déjà sur la Lune depuis quelques années, en fait, puisqu'on a marché sur la Lune, c'était en 1954, c'est un très joli dessin d'Hergé. L'accueil de Neil Armstrong sur la surface de la Lune par Tintin, Milou, le capitaine Haddock et Tournesol avec leur fusée, avec ses carrés rouges et blancs à l'arrière, donc magnifique. Alors ça c'est après que Tintin, Milou, Capitaine Haddock et Tournesol les aient quittés, eh bien, ils ont travaillé un moment sur la Lune, ils ont installé en particulier l'expérience de l'ERC de Berne pour capter les particules du vent solaire. Donc ça c'est Apollo 11 avec Eagle, le module lunaire Eagle, c'est une photo de Buzz Aldrin, photo prise par Neil Armstrong. Il se révèle que Buzz Aldrin a pris pratiquement aucune photo sur la Lune, toutes ont été prises par Neil Armstrong. Voilà, c'est comme ça. Sinon, une photo de dos de Neil Armstrong, mais la plupart des photos on voit de face, c'est des photos prises par Neil Armstrong de Buzz Aldrin. Fameuse photo prise aussi par Buzz Aldrin lui-même de son pas sur la Lune, photo célèbre. Maintenant ici, cette photo, il les vend pour quelques centaines de dollars. Si vous voulez en obtenir une sur eBay, vous pouvez en avoir une. Photo du pas de Buzz Aldrin sur la surface de la Lune, signée par lui-même. Alors là, j'ai voulu montrer des photos des membres d'équipage qui finalement illustrent un peu les caractères de ces deux personnes. Vous avez Neil Armstrong, un astronaute extraordinaire, un des meilleurs qui ait jamais existé. Vous avez Buzz Aldrin, excellent astronaute aussi, mais il a un style différent. Neil Armstrong nous a quittés, il est décédé en été 2012. Buzz Aldrin est toujours là, toujours actif. Il a près de 90 ans. Mais il est toujours en relativement bonne santé. Et puis, il est très actif en fait dans les social media, on le voit très souvent Buzz Aldrin. Il ne faut pas oublier Michael Collins, celui qui est resté en orbite autour de la Lune à temps de ses deux collègues. Excellent astronaute. Il a écrit un livre magnifique, Carrying the Fire. Il l'a écrit au début des années 70 et pour moi, la lecture de ce livre était un élément qui m'a formidablement inspiré. J'ai été inspiré par Tintin, on a marché sur la Lune, par le programme Apollo en général, mais le livre de Michael Collins, Carrying the Fire, est un livre magnifique. On voit ici d'ailleurs, no other person who has flown in space has captured the experience so vividly. Du New York Times, c'est un livre excellent. Si vous avez l'occasion, achetez ce livre chez Amazon.com et lisez. Alors cette photo a déjà été montrée en fait. Pour ceux qui douteraient, eh bien, on a des photos de la surface de la Lune où on voit la base du module lunaire, donc l'étage inférieur du module lunaire qui restait sur la surface de la Lune. C'est seulement l'étage supérieur qui repartait pour faire un rendez-vous avec le module de commande et de service où se trouvait Mike Collins. La photo originale, on voit plus de détails, on voit même les traces de pas de Armstrong et Aldrin sur la surface de la Lune. C'est d'ailleurs pas la seule preuve que ça a vraiment eu lieu. Pour moi, la meilleure preuve, pour ceux qui doutent, c'est les soviétiques avaient la possibilité de surveiller la trajectoire suivie par le vaisseau spatial vers la Lune, d'où venaient toutes les communications, on suivait les communications. Dans ce climat de guerre froide,
les soviétiques ne se sont pas prononcés. Ils n'ont rien dit. Il est évident que s'ils avaient pu pointer le doigt vers les Américains en leur prouvant qu'ils avaient menti, eh bien, ils l'auraient fait dans ce crime à Carthage, ils ne l'ont pas fait. Alors, vous regardez la Lune de temps en temps à l'œil nu, peut-être à la jumelle ou au télescope. En fait, à l'œil nu, on voit très bien, lorsqu'on a le premier quartier ou jusqu'à la pleine Lune, on voit très bien la mer de la tranquillité qui est là. Regardez la Lune à l'œil nu, on voit très bien la mer des crises, la mer de la tranquillité, la mer de la sérénité. L'alunissage d'Apollo 11 était au sud, pratiquement à l'équateur de la Lune, au sud de la mer de la tranquillité. Encore une fois, regardez la Lune. Quand vous voyez la mer de la tranquillité, pensez qu'il y a 50 ans, deux hommes se sont posés sur cette surface. C'était un programme magnifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la face visible de la Lune, qui est ici, avec la mer de la tranquillité, la mer des crises, la mer de la sérénité, est très différente de la face cachée de la Lune. Il n'y a pratiquement pas de mer sur la face cachée, il y a beaucoup de cratères, mais pas de mer. Je ne connais pas exactement les raisons, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une dissymétrie. C'est probablement un effet de marée lorsque la Lune était encore relativement liquide, que les régions relativement fluides ont été attirées du côté de la Terre par un effet de marée. Alors là, attendez, je vais vous expliquer ce que vous allez voir. C'est une excellente vidéo qui a été publiée récemment par la NASA et vous allez voir les sites d'alunissage d'Apollo 11, 12, pas 13 parce qu'ils ne sont pas posés sur la Lune, c'est 14, 15, 16, 17. Vous allez voir la Lune et les lunaisons. Il faut bien penser que chaque lunaison complète correspond à peu près à 28 jours ou plus d'un mois. Puis vous allez voir un certain balancement de la Lune, ça correspond à l'effet de vibration. L'orbite de la Lune autour de la Terre n'étant pas circulaire mais elliptique, on voit de temps en temps un petit peu plus du côté droit ou du côté gauche, et vers le nord et le sud. Donc vous allez avoir en accéléré toute la période entre Apollo 11 en juillet 69 jusqu'à Apollo 17 en décembre 72, avec toutes les lunaisons entre deux. Vous allez voir, chaque fois, le système va ralentir un peu au moment où on verra le point d'alunissage de chacune des missions Apollo. C'est une magnifique vidéo, extrêmement détaillée, qui est de circulation complètement libre. Vous êtes prêts? Allons-y. Clac. Apollo 11 ici, donc vous avez vu au sud de la mer de la tranquillité. Voilà, une lunaison, chaque fois, une lunaison complète correspond à moi. Là, vous avez Apollo 12. Et vous constatez qu'on a chaque fois l'alunissage juste après le lever du soleil, de façon qu'on ait des grandes ombres qui facilitaient l'estimation de la hauteur en dessus de la surface. Voilà encore des lunaisons avec l'effet de libration de la Lune. Vous avez tous les détails ici. On avait Apollo 11 et 12 jusqu'à maintenant. 13, évidemment, n'a pas lieu, ça a duré assez longtemps, je connais 14. 14 s'est posé relativement près de l'endroit où 12 s'était posé, il y a tous les détails. Très très bonne vidéo. Donc, encore une fois, chacun de ces balancements correspond à une lunaison complète qui est près d'un mois. Vous avez Apollo 15 ici, dans des montagnes, mais toujours dans une région relativement proche de l'équateur, alors que dans le futur, il est question d'aller vers le pôle sud de la Lune. Apollo 16. Ici, et encore une fois, chaque fois relativement peu de temps après le lever du soleil. C'était relativement long, c'est pour ça que ça a traîné un peu, et voilà, on va voir la dernière. Chaque émission était plus longue que la précédente, des sorties extravéhiculaires plus longues. Et finalement, vous avez Apollo 17 ici. Voilà, toutes les missions de programme Apollo. Excellente vidéo, extrêmement instructive aussi sur cet effet de vibration de la Lune. Juste quelques images illustrant quelques éléments. On pourrait parler du programme Apollo, non pas en une soirée, mais en un cours complet sur un semestre ou plus. Mais Apollo 13, comme vous savez, ça n'a pas marché. Explosion d'un réservoir d'oxygène en route vers la Lune. Ils ont sauvé l'équipage, ce qui était en fait un immense succès de la NASA. Et c'est l'équipe seule, dirigée par Gene Kranz, le flight director, qui a mis en place toutes les procédures de façon à sauver l'équipage. C'est un homme d'une extraordinaire qualité. Il a réuni son personnel dans la salle de contrôle à Houston. Il a dit "We're going to save the crew. Failure is not an option." Donc non seulement il avait un immense talent sur le plan de l'ingénierie scientifique et opérationnelle, mais il avait un leadership extraordinaire. Failure is not an option. Il a écrit un livre qui a ce titre. Attendez, là je vais expliquer
expliquer brièvement. Ça, c'est Apollo 15. J'ai essayé de passer lors de l'AOT numéro 3, numéro 2, mais ça n'a pas marché. Alors, vous allez voir Apollo 15. Dave Scott, le commandant d'Apollo 15, il va faire l'expérience de Galilée pour montrer la loi de la chute des corps. Comme vous savez, en l'absence d'atmosphère, s'ils n'enchaînent plus, mais un marteau, de la même hauteur, ils vont toucher le sol au même moment. C'est-à-dire, quelle que soit la masse de l'objet, il y a la loi de la chute, qui est en fait avec l'accélération de 1G, quelle que soit la masse de l'objet, 9,81 mètres par seconde au carré. Les deux objets vont toucher le sol au même moment, mais ça ne marche pas tellement sur Terre parce que la plume elle est freinée par l'atmosphère, elle descend plus lentement. Mais là, il s'est dit, on va faire cette expérience sur la Lune en l'absence d'atmosphère. Dave Scott, c'est marrant parce qu'il va dire, there's a guy named Galileo qui, grâce à ses recherches, on a pu mettre en place le programme Apollo. Donc vous allez voir, c'est très américain, mais ça a en même temps beaucoup de charme. Écoutez, Dave Scott, la loi de la chute des corps. Cam, we copy both solar wind and Pentatonic drum in the ETB. Voilà, il arrive, c'est Dave Scott. Not quite yet. I haven't put solar wind in yet, but I will shortly. I want to watch this. A good picture there. I've got Beautiful picture, Dave. well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Mr. Galileo was correct in his findings. C'est une très jolie vidéo en fait. Ça montre aussi un peu l'esprit. Ça montre un peu l'esprit sur les gens extraordinairement talentueux, mais ce sont aussi des gamins. Alors Apollo 17, c'était en décembre 1972, la dernière mission du programme. Gene Cernan, Harrison Schmitt était le premier scientifique du programme Apollo sur la Lune, sur la dernière mission. On le voit ici, il avait tellement ramené ce gros morceau de Lune vers la Terre, mais il était un peu trop gros. Alors il a pris quelques petits morceaux en cassant avec un marteau. Harrison Schmitt, pour la dernière mission du programme Apollo, dans une région qui était très accidentée. Alors, maintenant on est en 2019, et puis il y a 2 ans environ, les Américains ont décidé de retourner sur la Lune, alors que dans la période d'Obama, l'idée était de bypasser la Lune et puis avoir des vols d'habiter directement vers Mars, pas de retourner sur la Lune, puisqu'ils avaient déjà été avec beaucoup de succès dans les années 60. Mais le président Trump a décidé qu'il fallait accélérer un retour sur la Lune des Américains avant d'aller vers Mars. Alors il a signé des papiers comme il le fait souvent, puis ensuite il montre à tout le monde la signature. Il a dit I want Americans back on the moon. Alors en fait aux États-Unis, quand le président dit quelque chose, la tendance pour les organisations de suivre très strictement les instructions du président. Alors tout s'est mis en place pour un retour sur la Lune des Américains. Et puis plus récemment, c'était il y a environ 2 mois, la décision a été de retourner sur la Lune pour les Américains avant la fin de 2024, donc pour les 5 ans qui suivent. Quand le président s'est prononcé en disant I want Americans back on the moon, l'idée c'était vers la fin des années 28 environ, mais tout à coup c'est peut-être la pression des Chinois qui veulent aussi aller sur la Lune, ou bien la volonté du président Trump d'avoir un alunissage avant la fin de sa présidence, s'il a un deuxième terme, ça c'est encore à voir. Mais enfin, voilà, la décision a été prise de retourner sur la Lune dans les 5 ans qui suivent. Alors, il y a toutes sortes de papiers qui ont été publiés. La NASA, encore une fois, la NASA suit très strictement les instructions du président. Alors, il y a Forward to the Moon, NASA Strategic Plan for Lunar Exploration. Et puis le programme, il l'appelle Artemis. Artemis, c'était la sœur d'Apollo dans la mythologie grecque. C'est un joli nom d'ailleurs.
d'Américains sur la surface de la Lune, enfin dans la région du pôle Sud, avant la fin de 2024. Et l'idée, c'est d'avoir une présence à long terme sur la surface de la Lune à partir de 2028. Donc, tout d'abord, avant fin 2024, amener les Américains sur la Lune. Alors, voilà le programme Artemis. Et puis, ici, il y a le lieu sur la Lune où ils vont se poser dans la région du pôle Sud. Ils se révèlent dans les cratères du pôle Sud, du pôle Nord également. Il y a de la glace, il y a de l'eau sous forme solide. Donc, c'est des endroits intéressants pour se poser, puisqu'on a des ressources qu'on peut utiliser pour des vols habités. Alors, ça, c'est le programme. Vous pouvez trouver ça sur le net. En fait, il y a la fusée SLS développée par la NASA qui va être mise en action 2 fois avant fin 2024. Ça, c'est le vol qui permettra des Américains d'aller sur la Lune. Puis, évidemment, les développements de tout un système permettant ces missions vers la Lune, un gateway et puis un module lunaire également. Ce qu'ils appellent les gateways, c'est une petite station qui permettra de se réapprovisionner en carburant d'une part et puis une source de puissance électrique également. Vous avez ici le module lunaire et puis le module Orion que la NASA est en train de développer avec le module de service d'Orion qui est fabriqué à l'ESA, donc pour une contribution européenne. Let's go. The time is now. We have the capability, we have the purpose, we have the charge, we have the responsibility. Mais en fait, ce qui leur manque, c'est les dollars. Parce que accélérer le programme comme ils veulent le faire, ça va coûter très cher. Le président Trump a obtenu 1,6 milliard de dollars récemment, un supplément par rapport aux 20 milliards de dollars du budget de cette année, mais ça va de loin pas suffire. Et puis encore quelques milliards de dollars pour y arriver. Donc voilà, c'est un projet, mais je pense que c'est bien d'avoir un deadline de nouveau, comme c'était le cas du programme Apollo. Ça permet d'accélérer les choses et puis de faire en sorte que les choses se déplacent vraiment vers un objectif clair. Alors en parallèle, il y a évidemment les privés qui veulent faire des choses similaires, qui veulent amener des gens vers la Lune, et en particulier SpaceX. To the moon, the private way with SpaceX XBFR, le Big Falcon Rocket qui s'appelle maintenant Starship, développé par SpaceX, Elon Musk. Et puis, il a eu un client pour faire un vol vers la Lune, faire le tour de la Lune et puis revenir. C'est un japonais. J'ai maintenant un petit vidéoclip qui va illustrer un petit peu la présentation de ce japonais avec Elon Musk. C'est quelque chose qui a eu lieu au headquarters de SpaceX il y a quelques années. Donc, il est très possible que le japonais touriste de SpaceX pour un vol autour de la Lune et retour ait lieu avant que les Américains mettent les pieds sur la Lune à nouveau en 2024. Alors voilà la petite vidéo, je vous laisse écouter. C'est le style de SpaceX. Hein? C'est Elon Musk. Wow. I am from Japan. My name is Yusaku Maezawa. You can call me MZ, please. Finally, I can tell you that I choose to go to the moon. I choose to go to the moon with artists. With artists. Alors il va aller avec les artistes. What if Bastian had gone to space and had seen the moon up close, or saw the Earth in full view? What wonderful masterpiece would he have created? What if Picasso had gone to the moon, or Andy Warhol, or Michael Jackson, or John Lennon, or Coco Chanel? But sadly, they are no longer with us. But this is when I thought there are so many artists with us today that I wish would create amazing works of art for humankind, for children of the next generation. And I wish very much that such artists could go to space, see the moon up close, and the Earth in full view, and create works that reflect their experience. This is a project that I designed and named Dear Moon. Yeah. In 2023,
day 3, as the host, I'd like to invite 6 to 8 artists from around the world to join me on this mission to the moon. At the moment, I have not decided which artists I'd like to invite, but if possible, I'd like to reach out to top artists that represent our planet from various fields. Lastly, to give you a summary of what I just tried to describe about the dear moon. You can see the video from now, please. It has been 50 years since Apollo 8 achieved lunar orbit in 1968. The time has come for civilians to fly to the moon. In 2023, SpaceX will launch the world's first private lunar mission with its spacecraft, BFR. The first passenger will be Japanese entrepreneur Yusaku Maezawa, a globally renowned art collector who believes art has the power to promote world peace. Maezawa made a bold decision. A painter, photographer, musician, film director, fashion designer, Maezawa will invite artists that represent Earth on his journey to the moon. The distance to the moon is 240,000 miles. The crew will spend a week in space. What will they feel when they see the moon? When they see Earth in full view? And what will they create? Their works will certainly become a legacy for humankind. Reprendre leur lanceur, il y a la NASA de son côté a déjà un lanceur en projet déjà sur la route. Alors oui, c'est lui. Bon, il était décidé que ce serait le lanceur SLS qui serait utilisé. Pendant quelques temps, quelques semaines seulement, et on s'est posé la question si ça allait peut-être choisir le BFA de SpaceX. Non, mais il veut le retourner vers le SLS. Le problème avec le lanceur SLS, c'est qu'il a pris beaucoup de retard. C'est un lanceur lourd, c'est plus massif encore, plus de performance que la fusée Saturn V. Et ça utilise essentiellement les composants de la navette, les moteurs à hydrogène au bas de l'étage central, et puis les boosters à combustible solide de côté. Ils ont pris beaucoup de retard, mais ils ont décidé d'utiliser SLS d'une part. Et puis la capsule Orion est développée de façon assez avancée, ainsi que le module de service par l'ESA. Il est vrai qu'on a vu il n'y a pas longtemps une proposition par Blue Origin, il y a 3 semaines environ, de réaliser le module lunaire avec un propulseur hydrogène-oxygène. C'est intéressant parce que comme on pense trouver de l'eau sur la Lune, respectivement de la glace, si on a de l'eau, on peut séparer les deux composantes, le H2 et le O2, et puis avoir un moteur cryogénique qui brûle de l'hydrogène avec de l'oxygène liquide. C'était les moteurs principaux de la navette à ce principe-là. Donc je pense que la NASA a pris l'habitude de s'associer des compagnies privées. Il ne faut pas oublier que la NASA a demandé à SpaceX et à Boeing de développer des capsules permettant du sol américain de rejoindre la Station spatiale internationale pour du fret jusqu'à maintenant, et puis à partir de probablement l'année prochaine avec des nombres d'équipage. Donc cette association entre la NASA et les compagnies privées, elle a déjà existé, elle va continuer de se faire. Je pense que si Blue Origin propose vraiment un modèle qui tient la route, si on peut dire, qui respecte d'une part les requirements de la NASA, mais également les facteurs de sécurité. Il n'y a pas de raison pourquoi la NASA ne choisirait pas Blue Origin pour fournir le module lunaire, d'autant plus qu'ils ont très peu de temps. Donc tout ce qui est développé par des compagnies
privée et qui est de bonne qualité et qui tient la route, la NASA va certainement le considérer. Donc, bonne remarque. Hein. Alors, c'est pas vraiment en rapport avec la Lune, mais vous pensez vraiment qu'avec tous les challenges qu'on rencontre, on pourra voir un homme se poser sur Mars avant 50 ans? Avant 50 ans, je crois. L'idée, à l'époque, était en voie de lumière dans les années 20, au début des années 30, puis Mars dans les années 40. Il n'y a pas de doute que dans les 50 ans qui suivent, c'est-à-dire jusqu'en 2050 à peu près, on aura posé le sol sur Mars. Mars, c'est beaucoup plus compliqué que la Lune, mais surtout, c'est beaucoup, beaucoup plus loin. Et puis surtout, une fois qu'on est là-bas, il faut qu'on... We have to live out of the resources of the planet. Il faut vivre des ressources de la planète. On ne peut pas se permettre de tout emporter avec soi, y compris le carburant pour le retour. Donc on doit fabriquer sur la surface de Mars le carburant pour le retour. Et typiquement, l'idée, c'est d'utiliser du méthane, CH4, qui peut être fabriqué sur la surface de Mars. C est dans l'atmosphère, c'est du CO2. Et puis le O, on peut le trouver avec de l'eau. Quand on fait l'électrolyse, on peut sortir l'oxygène et l'hydrogène. Donc, mettre tout ça pour mettre ça sur pied de façon à s'assurer que ça marche et qu'on n'envoie pas un équipage pour la première fois sur Mars avec une faible probabilité de pouvoir survivre. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles les Américains ont décidé de changer un peu le plan et de d'abord passer par la Lune et puis d'apprendre un peu à vivre des ressources de la surface lunaire, qui est presque plus difficile que Mars. L'avantage de la Lune, c'est beaucoup plus près. Par contre, les ressources sont beaucoup plus maigres que ce qu'on a sur la planète Mars. La planète Mars, c'est 8 mois de voyage. Et puis, c'est à peu près 30 fois entre le moment où on part et le moment où on peut revenir à cause de la géométrie relative de Mars et de la Terre pour permettre le retour. Donc, Mars, c'est compliqué, mais dans les 50 ans, je suis convaincu qu'on y arrivera. Ce sera une belle aventure. Alors, on va juste arrêter les questions maintenant, mais vous aurez plein d'occasions de poser des questions après, pour la dernière bière de la soirée. Ou la 5e pour toi, peut-être. Maintenant, on va accueillir notre dernier speaker qui a réussi à arriver à Lausanne. Je vous présente Dr Apurva Oza. Il est à la base né aux États-Unis, mais il est indien. Et puis il a fait sa thèse à l'Observatoire de Paris, mais maintenant il travaille en tant que postdoc à l'Université de Berne. Et il va nous parler de l'échappement du super-Terre. Excellent. Merci Chloé pour l'introduction. Voilà. Et ça c'est le... Encore une fois, merci à Claude. Ouais. Ben, merci à Claude en fait, parce que en fait je vais parler sur des choses qui sont très pertinentes pour la Lune, pour aller vers la Lune, et aussi une idée pour peut-être chercher la première exolune. Ça veut dire une lune qui orbite autour d'une autre planète, autour d'une autre étoile. Donc on verra. Mais pour l'instant, on commence avec l'échappement vers les super-terres. Donc moi c'est Oza. Comme vous voyez, ça c'est mon profil sur l'internet, c'est très intéressant. Je trouve très sérieux. Mais en fait, quand vous mélangez moi avec cette lune-là, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui connaissait cette lune? Vas-y. Europe. Europe, très bien. En français, Europe c'est synonyme avec le continent. Et ça, Europa en anglais. Et donc, Oza plus Europa égale quelque chose s'appelle... on verra si ça marche. Jamais. Ça tourne. Europa. Oh, ah voilà. Boum. C'est... Quelqu'un s'appelle Europa Oza, voilà. Boum. Et comme vous dites avec l'accent anglais, c'est Europosa. Vous voyez, Europosa. Donc, Europa Oza. Et je fais partie d'une bande qui s'appelle La Résonance de la Place, c'est une vraie bande. Et on fait des spectacles à les réunions Planeto, Department Planetary Science, avec l'American Astronomical Society. Et je suis aussi un enseignant de Paris Panga, Space Panga, c'est une équipe de danse indien, folklorique, qui essaie de danser l'astronomie. Très bizarre, je ne vais pas faire ce soir, mais un jour vous verrez. Voilà, on tape en 2119. Ouais,
une petite chose pour cette présentation, c'est qu'il faut qu'on s'échappe vers une barre interplanétaire. Ça, c'est l'esprit de Carl Sagan. Carl Sagan nous a indiqué qu'en fait, il faut un réseau interplanétaire. Il faut qu'on va vers Mercure, Vénus, Jupiter facilement. Et c'est possible en fait, c'est possible. Il faut juste créer le réseau, il faut créer un network où on peut aller tranquillement. Donc ça c'est tout ce qui est envisagé. Mais aussi ce qui est ploté là-dessus, c'est combien de missions qu'on a fait sur chaque corps. Et ok, donc astronomie en tape 21-19, pourquoi pas Mars? Vous êtes chaud pour Mars? Ok, ouais. Je sais pas. Ben après, moi j'ai dit après 38 missions, j'ai trouvé à peu près un peu sec. Il n'y a pas beaucoup de l'eau sur Mars. Et comme c'est astronomie en table, je dois quand même défendre la bière. Il faut boire, non? On est l'humanité, mais si vous n'aimez pas la bière, vous aimez de l'eau ou de l'agua frisante. C'est quelque chose. Donc après, personnellement, j'ai soif. Et qui ne tente rien n'a rien. Donc moi je conseille aux d'aller un peu plus loin. Et avec le futur, avec la technologie de désalination et aussi la fusion d'hydrogène, on pourrait peut-être vraiment aller à la prochaine corps. Qui est par exemple, bon, on peut trouver sur une lune. Pourquoi pas se trouver pour une bière sur une exolune et à quelle heure? On demande. Donc une chose de penser, c'est le temps serait différent. Le temps ne serait pas, on se trouve à 20 heures, à quel endroit. En fait, sur la Lune, le temps change. Donc vous voyez, ça c'est par exemple Europa, ou même notre Lune. Si vous êtes en face, c'est midi, et puis dusk, crépuscule, c'est quand c'est en phase à côté du soleil là, le soleil arrive comme ça, et dans l'ombre, c'est minuit. Et puis 6 heures. Donc vous voyez, le temps sur la Lune change aussi. Il y a le temps sur la Lune qui est quand même très différent et très long en fait. Parce que la période orbitale indique la période de la journée. Ok. Donc moi je conseille, comme j'ai dit, Jupiter par exemple. Parce que là, il y a les mondes océaniques qui s'échappent. Et là, les mondes océaniques autour des géants gazeuses sont durables. Donc, par rapport à Mars, par exemple, si on fait une petite pause et on réfléchit, pourquoi pas un endroit comme Europa, ou Titan, ou Triton, ou Ganymède même. Ils sont durables parce qu'après le soleil va gonfler, c'est une géante rouge, la Terre serait consommée dedans, et Mars aussi, il faut aller un peu plus loin d'être stable. Ça c'est 4 milliards d'années dans le futur. Ouais, c'est un peu là. Tu serais vivant? Totalement, ouais. 4 milliards d'années. Okay. Mais pour vous montrer, c'est un truc sérieux parce que de l'eau, c'est ce qu'on a besoin. Encore une fois, les 3 trucs de pression ne marchent pas maintenant. Et c'est une catastrophe. Moi, j'ai bu des Heineken. C'est différent. Donc, vous voyez, de l'eau. De l'eau, c'est essentiel. Et Europa a 3 fois plus de l'eau par rapport à la Terre. C'est quand même beaucoup plus. Et puis, on voit que Pluton, Triton, Callisto, Titan, un système solaire, il y a beaucoup plus de l'eau qu'on est loin de la Terre. Et pour donner un chiffre, est-ce que vous savez combien de temps New Horizons a pris d'aller vers Jupiter? Parce que les gens disent Mars est plus proche. Ouais. Tu vas aller plus facilement. 3, 4 ans? Mois? Année. 13 mois. 13 mois. New Horizons, c'était le plus vite vaisseau spatial qui s'est échappé de la Terre. Il est arrivé, le système Jovian, en 13 mois. Donc, très vite. Ça juste dépend de notre payload, bien sûr. Mais ça vaut le coup. Merci. Ok. Donc, maintenant, pour aller plus dans la science, plus dans le côté de l'échappement. Pourquoi pas les mondes qui s'échappent de leur atmosphère? Pourquoi on pense sur ça? C'est ça que j'étudie à Berne actuellement, comme postdoc.
mon étude, c'est d'étudier comment les atmosphères vont échapper. Et pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce qu'on veut regarder les volatiles, les choses qui sont dans les boules, les choses qui sont dans de l'eau, et dans un autre cas, qui n'est pas Europa, dans un monde volcanique, qu'est-ce qu'il y a dans le magma, par exemple. Donc quand les trucs s'échappent, les astronomes pourraient voir dans une ligne de visée et on peut décerner qu'est-ce qu'il y a dedans. Et on pourrait observer ça en utilisant in situ, ça veut dire que le spacecraft est là, mais dans le contexte exoplanétaire, c'est vraiment juste les télescopes du Sol ou l'espace qui regardent très loin. Voilà. Donc, volatiles exhibita. Vous voyez, il y a des petits volatiles piégés là. Et si ça s'échappe, est-ce qu'on va voir une signature de la bière? Vas-y, donc, ouais, le CO2, effectivement. Si ça s'échappe, on va voir une signature de carbone dioxyde. Et ça, c'est volatile. Et c'est dû aux échappements de cette boule qu'on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Le Perrier même, si vous n'aimez pas le champagne ou des bières, le CO2, c'est inclus dedans. C'est volatile. Vous pouvez regarder avec un spectromètre de masse. Ok, donc juste pour donner un peu de contexte sur les volatiles, il y a Europa où on pense que peut-être il y a la vie dedans. Vous aimez la vie? Ouais. La vie est des fois très bien, des fois pas très bien. Mais peut-être imaginons que c'est très gentil et pas très méchant, mais c'est possible que Europa actuellement aujourd'hui a la vie dedans, à l'intérieur de cette lune, de cette petite lune de Jupiter. Parce que c'était né il y a 4,5 milliards d'années, beaucoup d'entropie à l'intérieur à cause des forces de marée. Et c'est possible qu'il y a des vents hydrothermiques, des fractures et tout ça, des geysers qui arrivent. Et on a regardé ça. Et en 2014 et 2016, il y a l'évidence qu'il y a des petites plumes là. Tout le monde n'est pas convaincu, mais c'est le premier indice. Et si on regarde ce film, on pourrait voir que ça, c'est la première observation en 2014, qu'il y avait une petite plume qui a persisté pour 7 heures, qui correspond à une plume de 200 km. 200 km. Un geyser d'eau de 200 km de cette petite lune autour de Jupiter. Et puis, on a dit, waouh, c'est une lune active. Et c'est pas non seulement actif volcaniquement, c'est une lune active avec de l'eau liquide qui est en plus salinée en fait. Et si jamais vous avez regardé les poissons salinés par rapport aux poissons normaux, les poissons salinés sont très brillants, non? C'est colorful. Ok, donc maintenant, allez, on s'échappe vers le super-terre. Donc, est-ce qu'on peut au moins trouver un peu de l'activité autour de super-terre? Attends, donc, faut trouver à quelle heure pour cette bière? Il faut penser sur le temps. Encore une fois, le temps n'est pas la même sur une super-terre. Parce que tous les super-terres qu'on trouve sur une exoplanète sont tidally locked. Ça veut dire qu'ils sont synchronisés. Et donc le temps, c'est simplement le temps géographique. Donc si vous êtes à la côté soleil, c'est toujours midi. Et ça ne va pas changer. Le soleil ne va pas bouger. Il ne va pas bouger du tout. Et puis vous pouvez aller à 18h le soir. Il faut vraiment traverser un demi de rayon. Et puis pour aller à minuit. C'est comme ça. Donc, voilà. Voici une vraie image d'une super-terre. Est-ce que c'est une vraie image? C'est un complot. Complot. Ouais, peut-être. Ouais, c'est pas une vraie image, mais c'est ça qu'on attend. Peut-être une super-terre, il arrive, il est à cette taille-là, et l'étoile comme le soleil, il est là. Ok. Et il y a deux choses qui sont dures sur une super-terre. La première chose, c'est la gravité. La gravité est dure. Voilà, j'ai mis un peu de manga pour vous, un peu de Dragon Ball, pour vous montrer que, voilà, 400J, 30J, les gens s'entraînent
sur les super terres. C'est un endroit de vraiment s'entraîner, de prendre les muscles. Parce que voilà, 50-50 Cancria, c'est seulement 2 J, c'est pas 400. Mais c'est quand même 2 fois. Donc vous allez vraiment marcher lent. Kepler 10C, c'est 7,25. Et Kepler 10C, c'est tellement bizarre, c'est dans un système avec une autre super Terre qui est tellement proche où on pense que Kepler 10B a gardé leur atmosphère. Donc c'est un système, je vous conseille de regarder un peu plus en détail. Et voilà, c'est lourd de marcher sur Kepler 10C. Voilà. Et la deuxième chose, c'est la température est dure. Check oven. Donc il faut vraiment vérifier le four qui est actuellement là. C'est le four. Ça veut dire que la température de la surface, c'est 2000 K ou 1500 K, 1500 Kelvin, 1500 degrés. Et c'est extrêmement chaud, ça veut dire que l'échappement serait très efficace. Et aussi, les choses pourraient évaporer. Donc, si on va, la conséquence, c'est qu'il y a l'activité. Et il y a l'échappement à la fois et aussi l'évolution. Donc, juste pour rester sur cette image pour une seconde, quelle planète est-il? Vous connaissez? Neptune, yeah. Et cela? Voilà, the Earth.